Juste, on va voir si on se voit quand même. Hop. Vous m'entendez? Un petit signe. Tout le monde entend? Oui, a priori, rien. Non, c'est ici. Oui. Non, mais normalement, c'est peut-être la même. Oui. Normalement, il a. Ok, on démarre? Ouais. Vous excuserez ma voix un peu rauque. C'est tous ces meetings politiques, ça m'a fatigué. Si j'ai une extinction de voix, Nicolas, tu finiras mes phrases. En tout cas, on est ravis de tous vous avoir aussi en ligne. J'ai mis mon plus beau camailleux forêt-sous-bois à l'occasion de cette thématique, de cette journée-là. Alors nous, on va aussi parler du vivant, cet éléphant au milieu de la pièce là, aujourd'hui, mais plutôt par la lorgnette de la pédagogie, et qui est liée aussi à l'expérience qu'on a en enseignement depuis maintenant 3 ans en école de design, sur cette vaste thématique qui est le vivant. On a aussi exploré d'autres voies pour justement y accéder, arriver à amener ce sujet-là dans l'école de design, hein, qui est franchement pas évident. Il y a une vraie carence, je pense aussi en sciences, en biologie, en naturalisme, on n'en parle même pas, et même aussi en sciences physiques. Hein, on aborde aussi toutes les questions aussi autour de l'anthropocène et voir comment est-ce qu'on peut amener ces questionnements-là, comment les aider aussi à comprendre, parce qu'on parle du vivant, des relations, avoir ce pas de recul aussi lorsqu'on parle d'une éthique, d'une responsabilité vis-à-vis de ce vivant qui dépend de nous autant qu'on dépend aussi d'eux, jusqu'à réinventer aussi comment vivre avec ce vivant-là. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a explorées, on les a emmenées sur le terrain en immersion. Alors, on va parler ici de ZAD, on va parler de tiers-lieux, de tous ces endroits aussi où s'inventent de nouvelles pratiques qui sont à la fois respectueuses du vivant, mais qui aussi partent d'un point de départ qui est de défendre ce vivant-là, puisqu'on parle bien aussi de lutte. On va commencer par se présenter, et puis après, on déroule la présentation sur une cinquantaine de minutes, c'est ça, à peu près 45 pour laisser moins que ça même. 45, ouais, pour laisser un. Ouais, super. Donc moi, j'appelle Clément, je suis Clément Rémy, je suis designer indépendant, je suis ingénieur de formation de l'INSA en spécialité matériaux. Alors, je précise matériaux inertes, pas vivants. Je pense qu'à l'époque, ça aurait pu être pris pour un oxymore. Plutôt sur l'inerte, et je pense aussi à une époque où, lorsqu'on parlait de matériaux, on parlait plutôt de performance, d'optimisation, et les mots comme finitude, de pénurie de ressources ou recyclage étaient encore assez rares, et on parlait beaucoup d'innovation évidemment technique. Moi, à cette époque-là, j'étais plutôt intéressé par l'innovation d'usage. J'ai fait mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur à CU Design. J'ai croisé Nicolas à cette époque-là, et je pense que ça croisait aussi un intérêt politique assez fort qui était pas seulement de m'intéresser aux usages, mais aussi de défendre une cause. Je pense que c'est aussi de l'intérêt de l'utilisateur et plus généralement du citoyen. Enfin, c'est comme ça que je le dirais aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout le programme de recherche européen sur Design for All que tu connais bien, moi, ça m'avait marqué aussi à l'époque comment est-ce qu'on peut concevoir d'abord pour ceux qui sont invisibilisés dans l'espace public, parce que l'environnement n'est pas adapté à eux et non pas l'inverse. Je pense aussi à ces sentiments-là aussi que j'ai gardé après dans la suite. Par la suite. Et le lien au vivant, je l'ai eu un peu après par le biomimétisme, en fait. On en reparlait encore à midi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Nicolas. Je pense qu'on partageait un peu une fascination pour ça. Moi, je pense que c'était encore mes liens avec l'ingénierie et peut-être le spectre techno-scientiste qui était encore un peu derrière, des approches encore assez solutionnistes, mais de chercher à optimiser, à augmenter la performance des innovations technologiques en s'inspirant du vivant. Et on s'était rencontrés à cette époque-là aussi parce qu'on y voyait évidemment des limites. Elles ont déjà été un peu abordées aujourd'hui, dire limites qui sont aussi éthiques. Je pense qu'on a été un peu gêné de voir des carapaces de lézards pour l'armée. C'est de dire en fait à quel moment est-ce qu'on pose la question du pourquoi. Et ça en design, c'est quand même très fort en cherchant à designer la question et à se poser vraiment la question quel intérêt on défend. Et c'est l'attention, je pense, au vivant et à la vie en général qui nous avait réunis lorsqu'on était dans ce salon-là et pas seulement l'exposition de tout un tas de technologies, quoi. Et cette idée, je pense, d'un peu d'artificialiser la vie, de dire, comme dirait Stia Fleury, un peu de créer des prothèses, finalement, où c'est des machines à avaler le vivant, quoi. On ne se pose pas trop la question de notre place parmi le vivant, mais plutôt on utilise la nature comme un outil qui va
qui va servir les intérêts de l'homme. Et je terminais après, donc il y avait cette rencontre-là tous les deux. Et moi, par la suite, j'ai travaillé pendant 4 ans en agence chez une agence design, les Sismo, qui a une belle agence qui a la particularité de chercher à décloisonner les pratiques. Je pense aussi à ouvrir justement le champ du design à d'autres domaines tels que la philosophie justement. Et sur les 2 dernières années, je travaillais sur une nouvelle approche qui est celle du design whisker, donc qui prend le pari en fait de choisir la vulnérabilité comme un pilier dans la conception, la fragilité pas seulement des humains mais des écosystèmes d'une façon générale. Donc moi j'essaie de l'employer dans les différents projets que je menais et en suivant sur la lignée de Toronto et de la politique du Caire, dire comment est-ce qu'on arrive finalement à étendre ce soin à la société, au-delà des individus, et évidemment à l'environnement. Et ça, l'approche utilitariste, justement qu'on porterait parfois dans des bouddhismes ou d'autres, évidemment, elle ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, des années indépendantes, je travaille peut-être à d'autres échelles, plus de la ruralité qui m'intéresse, et notamment dans des tiers-lieux de plus en plus ruraux, dont un tiers-lieu paysan de la Martinière qui est dans la Loire, avec d'autres logiques qui sont sur les communs, des choses qu'on apporte aussi beaucoup dans nos cours et qui m'intéressent beaucoup, des grandes questions autour de l'alimentation, autour de l'énergie, mais aussi autour de la citoyenneté, de la participation citoyenne. Nicolas, tu prends la suite. Et ma voix, c'est pas encore éteinte. Et pour ma part, du coup, Nicolas Anderson, moi j'ai été formé à la biologie, notamment on parlait d'éthos, à l'éthologie en fait. J'ai une formation en éthologie fondamentale, plutôt recherche. Et à ce moment-là, pendant mes moments en labo, il y a eu quelques questionnements, notamment sur l'éthique et la pratique de la recherche en France, mais plus généralement, je pense en Occident. J'ai beaucoup travaillé sur les abeilles, la perception des odeurs chez les abeilles, ce qui se passait dans leur cerveau, et avec d'une manière assez intrusive, aller voir ce qui se passait dans les cerveaux, faire des marquages, voilà, tout ce qu'on peut ne pas aimer, on va dire, dans la recherche. J'étais en plein dedans, et donc j'avais pas envie de poursuivre là-dessus. Du coup, je me suis formé au design. C'était aussi un petit peu par chance que je suis tombé là-dessus. Je n'étais pas forcément plus sensibilisé. Enfin, en tout cas, j'avais pas cette culture, en tout cas en moi, comme on pouvait le promouvoir à l'école, et ce qui m'a aussi amené à essayer je pense plus facilement essayer de mêler biologie et design comme des approches, le design aussi comme une approche avec pas mal d'outils, travail de terrain, de compréhension. Et en fait, depuis, j'ai pas quitté cette route-là. Et donc, du coup, j'ai cette double casquette. Maintenant, je m'en crée une nouvelle qui est celle de. J'ai trouvé la formulation hier c'est simpliste d'élèves maraîchers, parce que je passe partie de mon temps en fait en jardin, notamment jardin en permaculture, pour essayer de recouvrir aussi une certaine pratique et une relation à la terre, peut-être pour savoir si on a bien arrosé les plantes. Ça vaut le coup de mettre les doigts dedans, comme tu disais, Nicolas, tout à l'heure. Et donc, depuis, je navigue. J'ai aussi créé un collectif qui s'appelle le collectif Tama sur des questions de modélisation, rendre visible l'invisible, justement, notamment autour de la question des relations, autant entre humains qu'entre humains et non humains. Et donc, ça fait partie de mes pratiques. Je navigue aussi avec le collectif Zoé Police sur des questions liées au commun, de plus en plus. Partie des questions d'une bête, parce que c'est quelque chose qui m'animait beaucoup. Essayer de comprendre ce que perçoivent d'autres espèces, d'autres individus, essayer de comprendre ce qui fait sens dans leur monde. Et puis, finalement, basculer aussi sur la question des communs et les communs interspécifiques, parce que c'est là, en fait, aussi, selon nous, plus largement, viennent se croiser les questions politiques, les questions d'expérience de territoire, d'inclusion, enfin, énormément de choses sur lesquelles on va revenir. Et donc, je me fais une petite transition sur… Tu passes pas? Ça passe. On a rapidement écrit les quelques points sur lesquels on voulait vous amener aujourd'hui avec… je ne vais pas répéter ce que Clément a dit sur la question de la pédagogie, mais on aimerait quand même vous transmettre une partie du contexte théorique dans lequel on essaie de plonger les étudiants en première partie pour essayer de leur faire comprendre qu'est-ce qui est en péril aujourd'hui, à quoi on est lié, leur amener aussi un bagage théorique qui leur manque, en tout cas pour ma part, plutôt d'un point de vue biologique, comment les systèmes biologiques interagissent, quels sont
d'où vient l'air qu'on respire, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière, essayer de leur apporter ça, parce que je pense que c'est un gros écueil, sûrement pas qu'en école de design, mais en tout cas, il y a ça, je pense, la connaissance théorique sur des choses qui sont, en tout cas pour moi et pour nous, assez fondamentales à connaître et à comprendre. Justement, c'est un premier pas pour prendre soin d'eux. Et puis ensuite, donc comme le disait Clément, on a basculé les étudiants dans plusieurs types de formats plutôt immersifs, de formats par la pédagogie, par le faire, qui est propre, enfin qui est propre, qui est pas propre, mais en tout cas qui anime beaucoup les écoles de design. Et donc revenir un peu là-dessus, vous parlez aussi des lieux dans lesquels on les a immergés. Et puis une ouverture qui, selon nous, est assez souhaitable, assez fertile, la question de comment on fait école et comment on fait école hors les murs, qui est quelque chose qu'on a aussi rencontré beaucoup à Strat, l'école dans laquelle on est intervenu ces dernières années, et comment on pousse aussi à sortir les designers de cet entre-soi de l'école, des quelques murs qui les enferment. Alors le cours, on l'appelait Symbiocène by Design. C'est quelque chose qui est aussi assez expérimental en fait dans notre pratique. On expérimente en fait un discours auprès des étudiants, voir comment c'est pris en fait, comment ils interprètent ça. Et en fait, ça faisait le bon pont avec la fin de ta présentation, Nicolas, mais sur le travail de Glenn Albrecht, justement autour du symbiocène. Symbiocène, qui selon nous est toujours je pense un terme assez fertile pour réfléchir justement les questions qui animent nos sociétés aujourd'hui. C'est un terme qu'on a repris du coup de ces travaux-là, ça nous permet aussi d'amener pour les étudiants en fait un regard un peu critique sur les mots qui sont utilisés, ce qui nous semble assez primordial, et notamment prendre du recul par rapport à ce terme-là d'anthropocène qui s'entendent de plus en plus. Donc voilà, on rentre par cette porte-là, par la porte des mots, pour retrouver en fait ce sens assez fort. Et la question du vivre ensemble, en fait, anime finalement tout ce qu'on essaie de leur transmettre au-delà de cet aspect théorique. Donc tout le cours, en fait, alors, il y a à peu près 6 heures de conférence, en fait, quand on fait ces cours théoriques. C'est un peu costaud pour eux. On commence par là, c'est une grosse porte d'entrée. Mais ce qu'on voulait vous transmettre là, c'est un peu la posture qu'on essaie d'avoir en fait dans ces cours-là, sur quoi on se base en fait pour leur transmettre de l'information, les rapports du GIEC, tout ce qui se passe autour de papiers scientifiques, pour pouvoir aussi apporter des faits qui sont des faits qui aujourd'hui sont là et qu'on ne peut pas réfuter en tout cas, et leur faire comprendre que la posture du designer, le travail des designers peut plus se faire comme elle se faisait avant, c'est-à-dire elle-même sans limite, dans un monde qui serait en perpétuelle croissance, sans prendre conscience et réfléchir en fait à ces limites planétaires. Essayer justement de leur dire, bah voilà, ça c'est justement le nouveau cadre dans lequel on va devoir agir individuellement en tant que designer, mais aussi collectivement. Et donc, ça passe par leur faire comprendre qu'est-ce que les limites planétaires, quels sont les systèmes qui sont en jeu. On s'appuie justement sur des faits assez frappants qu'on a un peu tous en tête, la question du grand renversement, les dérèglements des cycles de l'eau, de l'azote, etc. Et c'est comprendre aussi ce qui se passe derrière. Et puis, on aime beaucoup utiliser la notion de zone critique, et notamment la zone critique, notion développée par justement Bruno Latour, avec l'aide bien sûr de plein d'autres experts. Mais en tout cas, il y a cette question de leur faire comprendre qu'en fait, ce qui se passe et ce qui crée ces conditions d'habitabilité et ce qu'il faut sauvegarder, ça se passe sur cette toute petite cette toute petite couche extrêmement fine, cette mince pellicule. Tout le reste est globalement du caillou. Et donc, du coup, il faut en prendre conscience, et un peu à la manière d'une fresque pour le climat, essayer de comprendre quelles sont ces interdépendances qui permettent l'habitabilité, enfin en tout cas cette zone critique d'être encore habitable par notre espèce. Et puis c'est un peu la conclusion de ce moment-là. On leur délivre une espèce de contenu assez
contractant, pas forcément très agréable à entendre, mais qui est là et dont il faut savoir hériter aussi à différentes échelles. Et du coup, on ponctue aussi nos cours par des citations qui nous semblent assez porteuses de sens, notamment avec on portait à la connaissance de Léna Ballot et Antoine Chapeau, pardon. J'ai des lentilles. Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres. Il y a cette citation qui me semble assez intéressante. Le climat et les autres conditions de la vie ne seraient pas un cadre pour les humains, comme l'était l'ancienne nature moderne, mais plutôt une construction de tous les vivants, cette fameuse critique. Et que l'Anthropocène n'est pas la première perturbation massive de cet environnement qui serait du coup inanimé, mais plutôt la dernière modification en date d'une planète qui est, depuis son existence en fait animée, qui n'a cessé d'être engendrée et perturbée, ce qu'ils appellent le péril radical des conditions d'habitabilité de notre planète. Donc, comment, ce matin, je lisais une espèce d'autre formulation qui disait comment essayer de jouer dans cette zone sans mettre en péril nos propres conditions de vie et comment éviter de tous crever. On reste sur les mêmes auteurs en plus, c'est pratique sur ces slides. Mais en fait, après avoir planté le décor, l'idée c'est aussi de remonter sur les causes anthropiques, après avoir planté le décor d'un point de vue effectivement physique, biologique, mais c'est cette fois de remonter d'une façon plus aussi sociologique, anthropologique. Je pense que la double écologie ici qui est à l'œuvre et qui est aussi néfaste, il y en a une qui est celle de l'épuisement et de l'appropriation des ressources, qui est aujourd'hui aussi vraiment documentée jusqu'en ses conséquences les plus fines sur la destruction de l'habitabilité de la planète. Celle qui est peut-être plus subtile, et je pense qui nous parle aussi à tous aujourd'hui, c'est cette écologie des relations, de travail entre humains et non-humains qui est basée sur un rapport uniformisant de domination. On parle on parle d'écoféminisme aussi dans ce cours-là. C'est une façon aussi de montrer que ces rapports sociaux et de domination qui existent sur l'humain et sur la nature aussi trouvent des points de jonction aussi entre les humains. Et c'est évidemment des nœuds qui sont indémêlés ensemble. Et tout à l'heure, on parlera notamment des luttes sur les âges. Je pense que c'est vraiment des endroits très intéressants pour ça, la question écologique est intrinsèquement liée à la question sociale et les luttes se mènent justement de front. Et donc dire effectivement à un designer, dans un même projet, traiter de la question du genre et du féminisme, par exemple dans l'alimentation, c'est aussi et également traiter de la question de la précarité de la sobriété. Donc c'est vraiment tous ces sujets qu'on essaie de croiser. Tout à l'heure, justement, on parlait de ce prisme-là et du lien entre eux, si on parle un peu de l'école de Descola et de son école, mais de cette dichotomie entre la nature, la société, la nature, pardon, et les humains, qui est vraiment le fondement aussi de notre idéologie moderne et occidentale. Effectivement, il y a une incidence sur la façon de penser et de décrire le monde. Dès les premiers écrits de Descartes, on le voit, mais ça, évidemment aussi, c'est ça qu'on essaie de décrypter aussi dans ce cours-là, mais une conséquence sur la façon de régir, de diriger les relations entre les humains et les autres humains, et aussi les autres que humains. Donc, comme tout à l'heure, on parlait des imaginaires, effectivement, les imaginaires sont fertiles pour ça, puisqu'ils mettent aussi en mouvement, donc corriger ou créer de nouveaux imaginaires, c'est aussi modifier notre rapport et donc notre action sur ce monde-là. Et ça, on le voit avec quelques exemples. Mais cette vision dualiste, hiérarchique sous l'est de la Terre, aujourd'hui, ça crée cette dichotomie qu'on reconnaît bien. D'un côté, la wild nature avec la sanctuarisation de la nature, le fait de le mettre sous cloche, et d'un autre côté, cette exploitation et cette nature qu'on met au travail, ou le fait de parler de chipisation du vivant, qui était dans le dernier ouvrage de Morizot, qui l'emprunte, je crois, à Jason Moore, je crois, c'est ça. Et cette double dévaluation du vivant, une baleine, elle vaut plus cher quand elle est morte que quand elle est vivante. C'est bien cette réalité-là qui est à l'œuvre. Donc c'est une nature qui est soit victimisée d'un côté, où on la dépolitise finalement en la mettant au travail, donc comme je disais tout à l'heure, tel un outil qui a servi la nature au service des intérêts humains. Ou de l'autre côté, c'est une nature qui est bon marché, qu'on transforme économiquement en matière consommable. Une des conséquences, et Nicolas, tu en parlais tout à l'heure, sur l'extinction de l'expérience de nature. Morizot, justement, en parlait aussi dans son bouquin, de dire être des côtés des natures,
c'est bien cette éloigner une sensibilité quand tu as kiffé réellement le monde. Ça, je pense que quand on explique ça à des designers ou des urbanistes qui travaillent entre quatre murs, comme ici, je parle notamment en tant qu'étudiant, ou qui regardent le monde dehors, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a l'impression que tout a été façonné par la main de l'homme. Et à la rigueur, l'abeille, c'est celle qui fait le miel et pas plus, quoi. Et je pense que c'est toute la difficulté aussi dans ce changement de paradigme qu'on essaye d'amener dans les cours, c'est de changer aussi de focale sur qui réellement produit cette habitabilité. Attention, ouais, il y a quelque chose qui nous importe aussi beaucoup en fait pendant ces cours-là, c'est de leur amener cette réflexion autour de la complexité en fait du monde, d'apporter cette pensée en fait complexe qui est d'une certaine manière abordable par les outils du design. On parlait des outils pour révéler, pour mettre au jour en fait ces interdépendances-là. Et on faisait, donc là c'est une slide qu'on utilise pas mal justement pour faire ce lien-là entre justement sur l'exemple de l'agroalimentaire, alors de manière très légère. Hein. J'excuserai la profondeur de cette slide-là, mais en tout cas c'est montrer finalement qu'aujourd'hui la relation qu'on a notamment autour de l'alimentation, autour du fait de se nourrir, joue sur un ensemble d'acteurs, de luttes, de jeux de pouvoir qui en fait sont tous plus importants les uns que les autres, et que justement en fait si on réfléchit ces questions-là, c'est aussi réfléchir de manière complexe autour en fait de tous ces acteurs-là, ces questions en fait. Ça marche, je pense. Alors vous verrez qu'on utilise aussi pas mal le travail de Morisot parce qu'il fait assez sens pour nous. C'est cette question justement là sur l'exemple de l'agroalimentaire, c'est d'essayer de revenir à cet ennemi commun, notamment pour faire alliance, pour créer de nouvelles alliances, autant entre humains que aussi avec les autres humains. Et pour lire rapidement cette citation, l'agriculture extractiviste reposant sur une défiance qui dévalue les dynamiques du vivant contraste avec de l'agroécologie, justement en permaculture ou toutes ces choses-là, ce que j'ai la chance d'expérimenter, qui elle-même plutôt est soucieuse de nourrir les hommes, de guérir la terre, et qui repose fondamentalement sur une confiance active à l'égard des dynamiques du vivant, c'est-à-dire ce qu'est capable de faire en fait les autres vivants dont on dépend. Ce qui allie libre évolution et agroécologie hospitalière pour la vie sauvage, c'est un style d'action commun qui repose sur la confiance. Je pense que ça aussi, c'est compliqué quand on n'est pas sur le terrain et quand on est entre quatre murs dans un amphi de parler de ces choses-là. Et quand on les bascule sur le terrain, je pense que ça apporte plus de sens quand on relit ces citations-là. Et ce n'est pas de faire à leur place, mais de leur faire de la place pour les laisser faire. Est-ce que tu veux la faire, ça? Ouais, ça avance, mais effectivement, on a choisi. Alors, on en parle beaucoup de communs. On enseigne les communs pour différentes raisons. Parce que c'est vraiment un lieu de réflexion qui nous paraît aujourd'hui assez transverse sur les différentes disciplines, notamment qui sont abordées en design, lorsqu'on parle d'alimentation, lorsqu'on parle d'énergie. Puis il y a vraiment aujourd'hui une résurgence qui est réelle aussi des communs, qui est assez féconde et qui, à notre sens aussi, amène beaucoup de justesse aussi dans les réponses apportées. C'est aussi un lieu de débat politique assez important, je pense aussi dans l'éco d'une façon générale. Ça amène aussi beaucoup de matière à réflexion. Ça permet de lier aussi, encore une fois, l'écologie à des questions sociales, puisque, je vais pas revenir sur les communs, lorsqu'on parle du critique communauté, ressources, gouvernance, la communauté, elle va être liée par une nécessité qui est de reproduire cette ressource-là pour reproduire évidemment sa propre communauté. Donc ça, c'est la question intrinsèque, en tout cas à écrire dans les règles des communs, c'est vraiment l'écologie. Donc ça nous permet encore une fois de faire ce lien-là. Et c'est aussi un lieu de coopération multi-acteurs, donc une vraie boussole aussi pour eux, pour concevoir de façon plus pérenne. Voilà, j'avance sur ça. Ça, on en vient directement. Donc là, c'était un petit tour d'horizon, donc vraiment des notions clés aussi qu'on essaie d'aborder dans ces cours-là, pour amener aussi à ce changement de posture et peut-être aussi à ouvrir leur regard lorsqu'on parle du vivant. Donc, quelques terrains. Je passe aussi. Alors, à commencer par les immersions sur des terrains, sur des temps courts. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire en fait ici? On est allé à deux endroits, on y en a un juste après, le jardin de Manu, un jardin en permaculture, et aussi les jardins ouvriers qui sont des jardins en lutte justement
à Aubervilliers. L'idée ici, c'était presque de créer un peu le déclic. Je crois, on n'avait pas forcément fait de cours d'ailleurs avant pour ces classes-là, mais de créer presque un peu le déclic électrochoc, c'est-à-dire de se confronter directement au terrain et de voir comment est-ce que des communautés portaient des causes sociales et écologiques, là les deux étaient directement liés, et quelles stratégies étaient mises en œuvre justement pour lutter. Et dans l'autre cas, l'autre immersion, c'est aussi de voir des alternatives concrètes qui existent aujourd'hui, qui sont plus soucieuses aussi du vivant. Et ça passait par l'immersion, par le faire ensemble, par le faire tout court déjà, parce qu'ils ont mis la main à la pâte. Donc c'était sur ces 2 journées. Donc la première, c'était donc donc les jardins d'Aubervilliers, qui sont les dernières parcelles en fait de la grande, qui avant c'était la grande couronne, tous les jardins ouvriers et municipaux. C'est pas tout à fait le même statut associatif, qui entouraient, donc qui était la grande couronne de Paris, donc qui sont menacés qui sont toujours menacés par le projet des JO et du solarium de la piscine. C'est pas la piscine qui est remis en cause, c'est le solarium. Et après aussi de la gare du Grand Paris. Donc là, les étudiants, en fait, ont passé une journée à rencontrer différents acteurs. Alors, c'est pas aussi simple. Alors, c'était après que l'occupation ait été, enfin, après l'évacuation. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un sitting qui a été fait pendant tout le mois de septembre dernier, enfin, avec des tentes qui se sont rencontrés avec les personnes qui luttaient, qui ont utilisé les stratégies justement de certains militants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec de l'occupation, avec différents barrages, je peux y arriver, bref, à l'entrée. Des stratégies aussi de communication, parce que l'idée aussi, c'est de médiatiser pour, comme ils le disent, porter la honte sur les élus et sur les maîtres d'œuvre, ces œuvres. Et donc, voilà, donc de passer une journée là-bas, et ce que je pense qui est intéressant à vous partager, c'est que forcément, ça se fait, on n'en sort pas forcément, on n'en sort pas indemne. Ça qu'il y a d'abord l'émerveillement de voir, ça sort vraiment d'Éden. C'est l'endroit, c'est des jardins assez merveilleux. Derrière les murs et derrière les bars HLM de la cité qui est autour, on ne se rend pas compte qu'il y a ça. Et puis en même temps, on voit les endroits qui ont été ravagés, c'est-à-dire que les terres fertiles qui ont été évacuées, en plus qui ont été remblayées pour qu'on ne puisse pas les récupérer et remplacées par une dalle de béton. Et bref, en fait, entendre ces témoignages par toutes les personnes, tous les jadistes, ils se disent jadis, ça peut aussi créer un électrochoc. Alors, c'est certain, il y en a évidemment qui ne vont pas forcément être sensibles à ça. Chez d'autres, ça peut créer au contraire quelque chose presque d'insurrection. Voilà. Donc l'idée dans ce moment-là, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là, en fait, comment on la restitue, comment est-ce qu'on va aussi se mettre dans une démarche d'empathie et pas de jugement, parce que forcément, il y a un énorme décalage qui est évidemment sociologique entre des étudiants d'école de design privées qui se retrouvent dans ces jardins-là et à aller rencontrer tous les habitants du quartier pour discuter de ce projet et des conflits qui sont en présence. Donc comment est-ce qu'on arrive en fait à recréer aussi un débat le lendemain avec tout le monde. Donc là, la question centrale, c'est aussi de la politisation du vivant, qui c'est aussi par la défense de ce vivant-là. Et en même temps, on voit ces jardins et ces pratiques-là qui existent depuis 150 ans, qui forcément protégés. Et ça, du coup, sur l'autre, c'était une journée où on avait finalement une classe chacun, on va dire, et l'autre partie de la classe, l'autre classe, c'était donc c'est le designer de 3e année, juste pour contextualiser un peu la chose. On les avait sur un temps court, donc on a fait ces immersions-là du coup d'une journée, et après ce temps, en chambre plutôt de débat, de discussion autour de ces expériences vécues, justement parce qu'on pense que le temps collectif il est extrêmement important pour partager, pour en discuter, et je pense que aussi pour se créer un imaginaire collectif et d'influencer aussi sur son propre imaginaire. Je pense que voilà, c'est puis de poser des mots sur ces émotions, sur ce qui est vécu là. Je pense que c'est extrêmement important. Et donc du coup, l'autre classe était plutôt là. On voyait, on disait que c'était plutôt justement un lieu plus idyllique, là où il y a des choses qui s'expérimentent en termes de solutions, d'amener des solutions. Donc quand même assez différent de l'autre terrain qui était plutôt ce terrain en lutte. Et donc là, c'est dans le jardin où moi, je travaille aussi. Donc, c'était assez chouette de lier les deux et de voir comment on pouvait travailler cette pédagogie-là. Justement, on parle de pédagogie vivante, mais du coup, là, vraiment, avec les mains dans la terre, travailler avec ces étudiants-là. On les faisait travailler pendant une demi-journée, vraiment dans ce jardin-là. On n'a pas mis toutes les photos, mais c'était assez réconfortant et ça crée aussi une espèce de collectif presque, ce temps-là de la journée. En tout cas, c'était assez réjouissant. Et puis, c'est intéressant de voir
comment on peut aussi par l'expérience et par la discussion, parce que c'était entrecoupé de moments d'échange, comment on peut redonner un peu de, enfin, comment on peut montrer à quel point ces pratiques-là sont ancrées, mais essaye de se délier aussi de certains systèmes en jeu avec lesquels ils sont en lutte finalement. Quand on parle de maraîchage avec une optique d'agroécologie ou de permaculture, on se délie d'une certaine manière de pratiques dont on a hérité et dont on hérite toujours. Justement, c'est le cheminement aussi de la personne qui tient ce jardin-là, ancien jardinier qui a changé ses pratiques depuis 10-15 ans. Donc, assez intéressant de voir aussi comment il incarne ce discours-là et comment ça impacte en fait les étudiants qui globalement, comme le disait, on est sur des étudiants qui sont en école privée de design. Voilà, c'est pas non plus, on va dire, tout le monde d'une certaine manière. Et puis il y avait cette demi-journée aussi à côté qui était celle de rencontrer en fait des acteurs du territoire en dehors de ce jardin-là. Des paysans boulangers, dans lesquels je vous ai mis quelques photos, d'autres maraîchers aussi sur le territoire. Et c'était assez intéressant de voir comment ces étudiants-là étaient allés à la rencontre de ces personnes-là, étaient revenus aussi presque transformés. Vraiment, moi, je me souviens d'un groupe tout le monde est parti de cette journée-là. Il y a un groupe qui arrive en retard et vient et dit c'est incroyable, quoi. La personne qu'on a rencontrée c'était fou, quoi. C'est-à-dire que presque un peu extrême, cette personne-là, et qui vit au milieu de ces cultures, en tiny, a fait beaucoup aussi de chemin, mais du coup incarne vraiment en fait le discours. Et là, une simple discussion, ils sont restés presque 3-4 heures en fait avec lui. Ils devaient rester 1 heure, 2 heures. Ils sont rentrés un petit peu quand même un peu tard, mais c'était vraiment très puissant en fait, cette rencontre avec certaines personnes-là. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, justement, parce que je ne pensais pas que ça ferait un effet comme ça, mais il y a eu, voilà. Et ça recrée des boucles actuellement avec le jardin et les étudiants qui sont passés là. On avait fait tout un travail autour des semences paysannes, à quoi on se délie dans ce mouvement-là et à quoi on essaie de se relier, et de voir aussi l'incompréhension en fait, des étudiants vis-à-vis du ou des systèmes qui sont mis en place autour de ce sujet-là des semences. C'est assez intéressant en fait de se rendre compte, et je pense que c'est le même exemple que tu as eu aussi avec les étudiants toi, de ta journée, c'est cette incompréhension, c'est pas normal en fait. Il faut presque se mettre en mouvement. Après, on va dire que la routine presque reprend le dessus, mais c'est intéressant de voir l'indignation aussi de ces étudiants-là vis-à-vis de ces sujets. Et puis ça, c'était des immersions assez courtes. Et puis on a eu la chance de pouvoir pousser un projet beaucoup plus long, presque sur une année, globalement entre 6 et 8 mois, il me semble, avec là des designers qui étaient en dernière année d'études dans cette école. Et avoir des designers qui venaient de plusieurs majeurs, c'est-à-dire pas que des designers produits, pas que de la mobilité, pas que de l'espace, etc., mais vraiment une espèce de mésée, on va dire, de mélange des majeurs. C'est assez intéressant. Et là, c'était dans un tiers-lieu qui est dans les Vosges, à côté du Moulin. Remiremont. Rennes-Moulin, c'est mobile, pardon. À côté de Remiremont, pour ceux qui connaissent. Donc, ça s'appelle La Vigotte. L'association qui tient ça, c'est La Vigotte Lab. Et en fait, ce lieu-là, c'est un lieu où on est frappé très rapidement par les enjeux qu'on donne à voir par les cours théoriques, cette espèce d'effondrement d'écosystèmes, cette dévitalisation des territoires aussi. En fait, là, quand on les amène quand on les fait travailler aussi sur ce projet-là et qu'on leur fait faire ces immersions-là, en fait, ils font l'expérience de ce qu'on leur dit sur des grandes slides. Et on voit le scolyte qui détruit une partie de la forêt de l'Est en France, et plus largement qui est en fait un phénomène qui se répartit sur toutes les forêts Est d'Europe et qui détruit parce que la monoculture a favorisé ça, la prolifération en fait, du scolyte, ce petit scarabée-là, qui est un prédateur naturel en fait, c'est de l'épicéa, c'est l'épicéa, et qui en fait tue tous les arbres en 15 jours sur pied. Donc en fait, on a des pans de forêt entiers dont dépendent aussi une certaine industrie qui est carrément en train de péricliter en fait dans ces territoires-là. Et on le tue. C'est pas faut que je m'étale sur ce que je touche tout.
Mais voilà, en fait, ils font l'expérience vraiment de ces enjeux-là. Et c'est intéressant de voir aussi quelle posture, ça c'est quelque chose qu'on défend aussi dans nos cours, quelle nouvelle posture du designer on peut essayer on peut promouvoir, c'est-à-dire presque de quitter ce designer concepteur sauveur pour aller vers un design de médiation, un design médiateur qui permet d'aller peut-être dans des territoires en lutte. Alors voilà, lutte, un gradient de lutte, mais pour faire discuter, pour projeter, pour rendre visible, pour donner aussi à voir en dehors des territoires qui sont justement en train de s'effondrer presque. Et donc là, on vous a mis quelques exemples de rendus qu'ils ont fait. Autant autour de la question de ce tiers-lieu-là, de la Vigotte, je pense que c'est plus largement tous les tiers-lieux, mais comment on s'ouvre aussi à l'extérieur et comment on crée une identité et quel est le pilier de l'identité de ce genre de projet-là, avec de la communication à l'extérieur, un ensemble de projets qui a été réfléchi aussi avec des habitants pendant ces temps d'immersion-là. On a mis Merci le Scolite, ce travail-là autour du bois. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce bois-là qui, en fait, on ne peut plus faire de charpente avec. C'est souvent envoyé à Perpète pour être transformé en copeaux de bois, mais qui pourtant reste un être vivant. Et pareil, sur la nuit des étangs, comment on peut aussi recréer du lien par des carnets liés, carnets du vivant, c'est-à-dire faire le recensement avec des gens du territoire, des espèces vivantes en fait sur le territoire là et desquelles on dépend, desquelles dépendent énormément de choses. Et puis aussi des outils plutôt de médiation autour du travail de cartographie. Voilà, et comment on réfléchit à tout ça. Donc c'était assez inspirant, même pour nous en fait. Et ce qui était assez fort, c'était que ce qu'on avait essayé de leur transmettre, on les a vraiment plongés dans ce travail-là afin de faire l'expérience en fait de ce qu'on leur transmet théoriquement. Donc de pouvoir en fait s'initier à des pratiques qui soient situées, des pratiques de médiation et aussi de transmission, comment on utilise l'expérience qui se fait là pour pouvoir inspirer d'autres territoires, d'autres designers, d'autres métiers, etc. Et donc, c'était voilà, ce que je vous disais, s'immerger dans ce territoire confronté aux enjeux de l'Anthropocène, s'ajuster aussi, porter attention. Je pense que ça, c'est un travail de l'œil, mais aussi du ressenti, enfin, des sens du côté sensoriel des designers, d'être des éponges presque, en fait, de ce qui se passe sur des territoires. On les a poussés à ça, voilà, de porter attention aux habitants et habitantes, non humains ou humains aussi du territoire, comprendre leurs propres perceptions, les perceptions de ces individus-là qui vivent dans ce territoire-là, les rêves, les attachements, les interdépendances qui structurent en fait ce territoire-là et comprendre aussi par le corps en fait, parce qu'ils vivent aussi voilà, presque la solastalgie qu'ils peuvent de manière très ponctuelle vivre quand on voit en fait ces pans de forêt qui sont complètement rasés parce qu'on est obligé en fait de raser pour éviter la prolifération du scolite. C'est quelque chose qui est très important. Et puis, il y a bien sûr, et ça, c'est du coup, les travaux sont après légués aussi, et en même temps d'être co-construits avec l'équipe, avec les habitants aussi de ce territoire-là. Comment on documente et comment, du coup, on transmet dans une démarche, bien sûr, open source, pour que ça puisse se répliquer ou pour qu'en fait, ça puisse être approprié et puis après développé de la même manière ou non par d'autres territoires ou par d'autres luttes. Troisième et dernière partie. On a parlé ici beaucoup de pédagogie qui finalement est un moyen. La pédagogie, c'est quand même assez froid. Je propose qu'on la réchauffe aussi un petit peu parce que nous, ce qui nous intéresse derrière, finalement, c'est vraiment les questions de transmission au sens large, presque d'université. On parle d'université au sens vraiment populaire, université populaire. Et c'est quoi un peu les espaces aussi collectifs, pluridisciplinaires, qui permettent à la fois aux personnes de s'émanciper, que ce soit aussi des lieux de convivialité. Enfin, moi, la société école, Niche aussi me parle, pardon, société sans école, pardon, Niche me parle beaucoup, et que ce soit aussi des lieux d'expérimentation aussi perpétuels, comme le sont les objets de transition, comme les tiers-lieux, par exemple, ou les ZAD, où finalement on expérimente aussi énormément de choses qui viennent du terrain, mais qui à un moment aussi arrivent dans le domaine, par exemple, juridique, ingénierie, etc. Donc, c'est vraiment la notion aussi de faire école, plus largement, qui nous intéresse.
Alors, une école, là, je regarde un petit peu les posters là autour. Dans cette salle, bon, là, on est entre les murs, mais finalement aussi une école hors les murs. Aussi, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, bah, ça pourrait déjà ressembler à ça. Vous parlez de l'école des Tritons qui est sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Alors, certains connaissent sans doute. On était au chantier participatif l'année dernière avec Nicolas. Vous pouvez voir ici toute l'ossature bois et le début de charpente là, qui est ici. Alors, nous, on faisait les toilettes sèches. On peut pas monter sur la charpente. Je ne parlerai pas en tout cas de la ZAD ici, mais plutôt vraiment de ce projet, là, cette maison de l'écologie populaire justement et de la résistance, alors qu'il y a un lieu qui est un lieu symbolique aujourd'hui à la ZAD. Hein, le projet a germé il y a 1 ou 2 ans, c'est symboliquement 10 ans après l'opération César en 2012, celle qui a donné lieu justement je crois qu'il y a eu quelques milliers de gendarmes qui ont détruit à coups de tractopelle justement des baraques et des cabanes, mais aussi des lieux en dur, comme celle qui était aux Planchettes, qui était une ferme historique. Eh bien, c'est à cet endroit-là justement qu'a été décidé de faire sortir terre une école justement autour du vivant. L'initiative venait de collectifs de naturalistes en lutte. Alors, c'est pas un oxymore, justement. C'est peut-être là aujourd'hui que le combat, à cet endroit-là, que le combat doit se trouver. J'y reviendrai juste après. Donc, cette notion de faire école qui, finalement, pour nous, à cet endroit-là, est un mariage, un mariage qui marche. Un mariage qui marche. Une bonne harmonie entre à la fois des luttes qui sont c'est-à-dire contre des mondes en conflit. C'est ce qu'on a vu, par exemple, lorsqu'on emmenait les étudiants à la JAT d'Aubervilliers. C'est l'aéroport et son monde, on dit bien ça à la ZAD, mais aussi des luttes pour le vivant. C'est ce moment-là aussi où il y a ce transfert-là et cette bascule qui est faite grâce à des naturalistes, mais pas que, qui sont capables à la fois, par des ressorts émotionnels, à nous émerveiller du monde qui nous entoure, mais surtout à comprendre les liens de dépendance, d'attachement, d'irréponse. J'arrive pas à le dire ce mot. Pas le remplacer. Irremplaçabilité. Et ce qui fonctionne aussi ici, c'est à la fois l'école en chantier ici et le chantier école. C'est-à-dire que cette école est en chantier, on l'a construit ensemble, et c'est aussi des chantiers évidemment qui passent aussi par le faire et le penser par le faire, donc aussi apprendre en faisant, en documentant. Lorsqu'on a fait le chantier, on a eu un atelier sur la dynamique du genre dans les chantiers collectifs. Parce que oui, si on demande à chacun qu'est-ce que vous voulez faire, assez naturellement, je prends des gros guillemets naturellement, mais les gars vont couper du bois et les filles s'occupent du care dans le chantier, quoi. En fait, c'est ça aussi, ces chantiers sont aussi des lieux de réflexion qui sont aussi assez forts et qui, je pense, qui participent au projet en général. Donc, pour revenir aussi à l'objectif de l'école des Tritons, dont une des personnes initiatives est ici aussi, Roxane qui est face à moi, mais dire comment est-ce qu'on peut outiller et augmenter aussi demain les luttes. Je parlais justement de naturalistes en lutte. Aujourd'hui, les outils et les savoirs naturalistes sont plutôt utilisés dans des logiques de compensation dans les projets. C'est l'interchangeabilité, quoi. On fait un aéroport, on diagnostique, on évalue, on déplace, on voit ce qui se passe. Le but, c'est bien de montrer que c'est pas remplaçable, justement, parce qu'il y a des attachements et d'autres choses qui se jouent à cet endroit. Donc, quels sont les outils et les postures pour défendre ou plutôt pour aider à résister à un vivant qui se défend? C'est toute la question de la troisième nature férale, les super weeds et hautes amarantes et ambroisies qui sont justement capables aussi de se répandre et de lutter, de se défendre elles-mêmes. C'est ça qui peut être aussi être étudié sur la ZAD. Et c'est aussi de nouvelles pratiques artistiques et sensibles qu'on retrouve beaucoup aussi dans le design pour sentir et visibiliser et montrer les interdépendances et les attachements. Ça, c'est des sujets, des chantiers de réflexion qui démarreront cet été dans le cadre d'un projet de pluriverse, chantier, aux côtés d'autres chantiers plus manuels. Et je termine par ces 2 slides où on parle de pédagogie vivante, justement. Enfin, c'est quoi un peu les pédagogies qu'on mobiliserait ici? Il y en a plein, c'est certaines qu'on a testées. C'est celle, peut-être commencer par plutôt en bas à droite, pour faire le lien avec avant, mais une pédagogie évidemment sensible qui fait place aux émotions à travers ces expériences-là immersive. C'est une pédagogie qui est située, qui est ancrée, qui se fait aussi depuis le terrain. Et quand je dis située, c'est aussi amener les étudiants, en général, à se situer, en fait. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est d'où je parle en tant que designer. Et pour moi, c'est une façon assez générale. On travaille, on amène notre subjectivité dans notre travail. C'est un peu
nous est propre avec notre empathie, mais il y a un moment aussi, il faut arriver à prendre, prendre considération qu'on influence et qu'on vient aussi avec nos propres convictions, parfois aussi les mettre de côté. Pédagogie émancipatrice nous paraît aussi hyper important. Hein. Dans d'autres cours qu'on donne, on essaie aussi de faire intervenir plutôt des choses d'éducation populaire, de débats mouvants. Moi, j'aimerais aussi un peu faire, pourquoi pas, des choses aussi autour du théâtre demain, de l'immersion. C'est comment est-ce qu'on arrive finalement à développer par le mouvement, par une posture plus réflexive et critique aussi, mais que ça se fasse aussi par le débat, comprendre ce qui peut aussi nous aliéner. Et une pédagogie par le projet, je pense que ça, on en a assez parlé. Et sur cette dernière slide, un peu quelques ouvertures. Cette pédagogie dont on parle, hein, qui est un peu cette petite, qui est un peu qui est à l'intermédiaire finalement de peut-être demain de plusieurs disciplines, mais qui est aussi sur un territoire, un peu à l'image de ce dôme géodésique en bas, où c'est ce connecteur qui permet justement d'accrocher plusieurs tasseaux entre eux et de le faire de façon aussi assez fluide. Je pense que par la pédagogie, en tout cas dans des projets sur un territoire, on peut arriver à croiser aussi plein de pratiques, mais on rêverait demain d'avoir à la fois des biologistes, des designers, des personnes qui viennent de sciences humaines, pour mener aussi des enquêtes sociologiques plus approfondies. Je pense que c'est vraiment des lieux d'expérimentation et de coopération intéressantes, avec un triptyque qui serait selon nous aussi à mettre en œuvre. C'est à la fois des collectifs, donc là nous on est 2 dans ce projet, on est partie prenante, mais de façon, j'irai aussi après, au-delà de l'encadrement pédagogique, c'est je pense qu'on essaie de créer une collaboration avec des étudiants et avec les partenaires pour lesquels on travaille. Évidemment des écoles, hein, partenaires d'étudiants, de laboratoires, etc. Et les communautés locales en disant comment est-ce qu'on les met aussi en capacité, par nos outils demain, de pouvoir s'organiser et pérenniser tout un tas d'actions et de transformations qui auront lieu pendant la phase d'expérimentation. Et la deuxième chose, c'est d'arriver aussi peut-être à amplifier le rôle de la recherche sur ces projets-là. Là, on parle de temps qui sont assez courts. La recherche-action, je pense que c'est aussi un moyen demain qui mobiliserait des laboratoires, mais aussi peut-être pourquoi pas des étudiants, d'assurer peut-être en 3 temps, mais d'avoir à la fois une enquête terrain, hein, sur lequel tu travailles aussi en cartographie, pourquoi pas avec des sciences participatives, d'arriver à avoir une action qui soit transformatrice sur les territoires, comment j'accentue l'impact, comment j'essaime, hein, un peu à l'image de cette fractale qui est à droite, hein, c'est pas un arbre, hein, c'est vraiment une fractale, c'est-à-dire qu'il y a le motif répétitif militant, on va être capable en fait de reproduire, donc on appelle en anglais le scale deep scale, pardon. Et enfin, comment est-ce qu'on crée des communs aussi autour de ça? Comment est-ce qu'on arrive à documenter? Quels sont les moyens de gouvernance? Et pour conclure là-dessus, je parlais c'est pour ça qu'on aimerait aussi emmener des étudiants à la ZAD ou autre, c'est de dire, après leurs études, c'est aussi quelque chose qui soit aussi beaucoup plus militant en design. Je dis pas que ce soit quelque chose qui soit à généraliser, c'est aussi fuir certaines populations tout de suite, d'avoir une sorte d'injonction au militantisme. Je le vois aussi dans des lieux parfois indépendants ou dans certains tiers-lieux. Il faudrait aussi arriver à évacuer ça, mais sur certains sujets, arriver à politiser aussi l'enseignement, je pense que ça peut être hyper fécond pour des étudiants qui ont aussi besoin de se positionner aussi sur des vraies questions de société, et leur laisser un espace aussi de discussion et de création sur ces questions-là. Extinction de voix. Tu veux rajouter un truc? Voilà, merci. 40 minutes. Merci beaucoup et merci pour avoir Ouais, c'est bien. le temps, il reste une bonne dizaine de minutes. Cool. J'ai de questions, mais je laisse. Oui, bonjour. Merci pour la présentation déjà. Et je pense que traiter de la pédagogie, c'est hyper intéressant quand on étudie le vivant. C'est entre la question et la réflexion, c'est est-ce que vos cours finalement ils ont vocation à être destinés que à des designers en formation ou à des élèves? Parce que, du coup, moi, je ressens un peu l'inverse, c'est que ça fait 4 ans du coup que je suis étudiante et que je travaille sur le vivant. Et le problème inverse, c'est que j'ai du mal, je dois toujours réexpliquer en fait un peu ce constat que ici on partage tous sur le vivant aux professeurs. Et du coup, d'où ma question, est-ce que finalement il faut former que les élèves, est-ce qu'il n'y a pas également tout le corre en fait du design qui est
déjà. Bah, c'est un peu l'idée quand on parle justement sur cette ouverture-là de faire école. Je pense que ça hors les murs. C'est justement d'aller chercher, je pense au-delà, tout le monde a besoin justement d'être au moins sur un niveau de connaissance pour pouvoir discuter justement autour de ces questions-là. Donc là, actuellement, le terreau qu'on a, on va dire, c'est l'école avec des étudiants en design. Mais clairement, c'est pas quelque chose qui doit se cantonner à ces quatre murs-là, en fait. Justement, nous, ce qu'on sent aussi par rapport aux étudiants à qui on parle, c'est qu'il y a une grosse hétérogénéité, pardon, de la compréhension en fait de ce qu'on peut leur livrer en termes d'enjeux, en termes de connaissances. Je pense que le niveau en design, on passe plus de temps à dessiner des voitures ou des stylos ou des objets que sais-je que dessiner des plantes ou des insectes, ne serait-ce que ça. Et justement, on peut construire des choses autour de ça. Après, je pense que c'est des choses qui vont se voir sur le terrain, de dessiner aussi. Voilà. C'est qu'il y a besoin quand même de délivrer de la connaissance à ce niveau-là en termes de biologie, en termes de sociaux, de sciences humaines, en termes de beaucoup de choses. Et on se rend compte aussi que nous, c'est une partie de notre expérience, c'est que l'équipe pédagogique aussi doit, je pense, être au niveau sur certains de ces sujets-là, justement pour aller plus loin que simplement déléguer en fait à par exemple 2 personnes comme nous ces cours-là et pour se les approprier aussi parce qu'en fait on est tous aujourd'hui, je pense, conscients qu'il faudrait que ça soit transversal dans des enseignements et pas que dans les écoles de design, quoi. Et pas que dans les écoles non plus, justement. Dans les organisations, dans des privées ou publiques, je pense que clairement, il y a des choses à aller partager en fait dans ces milieux-là, quoi. Après, comment il nous faut les terrains, quoi. Merci beaucoup. Oui. Je rajoute justement par rapport à ça et la question de la transformation des enseignants en design, notamment. J'enseigne dans différentes écoles et notamment à Strat. Et beaucoup d'enseignants avec qui j'ai pu échanger sur ces sujets qu'on aborde, qui sont hyper intéressants, enseignent l'industrie automobile, pas mal d'industries design et partagent les mêmes constats. Mais de leur éducation, leur enseignement, il y a beaucoup d'enseignants qui sont aussi professionnels à côté. C'est bien remettre en question leur pratique professionnelle, donc leur modèle économique de vie, à savoir comment ils nourrissent, etc. Et j'ai eu ces débats-là avec eux, ces échanges-là, parce que ce n'est pas des débats, c'est des échanges assez sincères. Et ils disaient oui, carrément, mais nous, on ne peut pas. Nous, on n'a pas les moyens, on ne peut pas changer, on ne peut pas devenir prof en autre chose, parce que toute ma vie, j'ai enseigné comment dessiner des voitures, et je travaille chez Renault et je ne peux pas faire autrement. Et donc, ils sont un peu au pied du mur avec nous. Je suis sûr qu'il y a des solutions à leur proposer, des pistes, des idées, mais il y a une difficulté et c'est pas qu'ils ne veulent pas, je pense qu'il y a des. Ouais, ça rame, ça lag pour arriver jusque-là. Donc, c'est un gros challenge que tu soulèves là et que vous remplirez, je l'espère, pour avoir des enseignants qui, dans la pratique d'enseignants, mais aussi dans la pratique professionnelle, puissent évoluer, muter et peut-être changer avant la retraite. Et juste pour être clair, je comprends bien la question naturellement, mais il s'agit vraiment d'amener tous les designers. Par exemple, prenons le cas du designer dans le domaine de l'automobile. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l'automobile. Bon, il y a une merci, il y a des pratiques professionnelles. Donc c'est très difficile de changer tout ça. Mais je veux dire, où est le problème? L'important, c'est que d'autres manières de faire du design, d'autres discours sur le design, d'autres pratiques de designers émergent, et puis trouver des lieux où s'épanouir, ça c'est fondamental. Et je veux dire, des automobiles, il en faut. Le problème là-dedans, il en faudra peut-être plus dans 50 ans, ou dans 30 ans, ou alors que ce soit tout à fait autre chose, ou une autre mobilité, mais aujourd'hui, il en faut. Et le problème là-dedans, comme vous posez la question, c'était des intentions paradoxales, à savoir que ces enseignants-là, le savent au fond d'eux, ça leur fait du mal, c'est compliqué, et ils sont coincés là-dedans. Et psychologiquement, c'est douloureux. Et je pense que c'est la soupape qui leur fait bien aussi pour faire sortir de ça, même si, en effet, ils vont avoir plus d'un mode psychologique que d'un mode métier. Une façon de dépasser cette comparaison,
c'est de penser recherche. Parce que là, il s'agit d'inventer et on n'a pas fini d'inventer. On n'est pas sur des solutions. Je dirais qu'il y avait ce dialogue-là avec la recherche qui est, à mon avis, est important à avoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va inventer effectivement pour des idées, des règles qui marcheraient, comment est-ce que je vais continuer cette recherche sur l'agriculture, par exemple, au niveau de l'agriculture. C'est clair que, bon, entre le jardin ouvrier et la production agricole qui assure la survie des populations sur Terre, bon, il y a quand même quelques écarts. Et ça veut dire qu'il y a de la conception, de la recherche. On n'est pas en train de se dire, tiens, c'est difficile ou pas d'appliquer telle solution qu'on connaît, mais bien d'outiller les jeunes pour qu'ils inventent au fur et à mesure des solutions qu'on ne connaît pas. Et je crois que c'est important de se placer dans une démarche, d'outiller les jeunes pour une démarche de recherche. C'est-à-dire pour pas justement les coincer dans un dogmatisme qui est stérile. Donc, pour rebondir là-dessus, je pense effectivement c'est à la fois une faiblesse entre guillemets parce que effectivement ce qu'on propose avec des démarches comme ça, c'est des alternatives, des choses qui sont plurielles, qui sont situées, qui ne sont pas collables. Du coup, forcément, vis-à-vis d'un modèle qui est écrasant, ça ne fera pas le poids. Par contre, c'est aussi la richesse parce que justement, le modèle dominant il se casse la figure, donc il a besoin de plus en plus de pluralité autour. L'idée, c'est comment on le déploie sans devenir le robot compresseur à la place du premier robot compresseur. Ça rejoint la question là, qui s'affiche. Si vous voulez peut-être revenir la personne, voilà. Ouais. Alors, il faudrait la lire. Alors, je voulais. Sur le symbiocène, peut-être qu'on peut poser la question. Alors, oui, là, ici, là. Je ne sais pas si tout le monde en ligne voit un principe oui, qui est à l'écran. Je peux peut-être au moins la lire, je pense. Bon, du coup, bon, c'est celle-là dont vous parlez. Oui, j'ai beaucoup aimé la partie pratique. Ouais. Et comment vous incarnez ces multiples concepts au sein de votre pédagogie, notamment comment les savoirs locaux s'intègrent dans les pratiques des designers. Il me semble que l'appellation à laquelle vous faites appel de Symbiocène by Design n'est pas si évidente en regard de votre préoccupation des mots que vous soulignez au début de vos interventions. J'y reconnais la référence au groupe Ethic by Design. By Design implique une forme de détermination dans les formes de design et ainsi incite à imaginer une méthodologie symbiocène qui sera applicable à tout projet. Il me semble que cela va à l'encontre de la notion même de symbiose, de milieu, de relation auquel vous faites référence par ailleurs. Oui. Alors du coup, il y a je trouve la question est très intéressante. C'est-à-dire dans quelle mesure le by design n'implique pas encore une forme de distance, de volonté de maîtrise et de volonté de monter en généralité qui irait à l'encontre de la logique fondamentale que vous défendez, qui est une attention au local, enfin, aux singularités. Oui, bien sûr. Alors, peut-être pour revenir là-dessus, parce qu'il y a Symbiose by Design ou Symbiose Design, je crois qu'on parlait de ça, je sais pas, il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus du tout dans le cadre des cours. Enfin, on n'introduit pas le cours à la bigote en disant bonjour, vous allez apprendre à faire du Symbiose Design. En fait, enfin, c'est plutôt un nom qu'on a. Alors, le by design, peut-être pour revenir sur ce truc-là, c'était l'idée de le faire, c'est le par, enfin, c'est les piliers, enfin, c'est les sous-bassements un peu du symbiocène. L'idée, c'est comment est-ce que là, l'anthropocène est là, mais il y a quelque chose aussi de démobilisateur dans l'anthropocène. Il fait voir un peu du futur obsolète, il crée aussi de l'anxiété. Enfin, c'est quelque chose qui est aussi assez lourd. Si on essaie de planter un nouvel imaginaire, qui serait peut-être autour de se vivre ensemble, c'est la symbiose, c'est la relation de coopération. Et nous, c'est une façon aussi de ramener l'anthropocène dans un environnement peut-être plus facile pour le design, parce qu'on parle d'imaginaire, ça parle quand même beaucoup aux designers, et on parle aussi de relations. Tout est bien placé, avec Quentin qui est au fond pour les designs relationnels, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup aux relations quand on fait du design. La symbiose, c'est la coopération, et le design, c'est aussi stratégie de coopération. On réfléchit aussi à ça. Donc, c'était une façon de ramener ça disons, un peu dans le spectre
du design. Après, on n'est pas allé au-delà, je dirais, de ce terme-là. On n'a pas cherché à le détricoter pour dire qu'est-ce que ça veut dire en termes d'outils, en termes de méthode. Enfin, si, en fait, on l'a fait, mais c'était il y a longtemps. Bref, mais c'est... Ouais, l'idée, c'est pas de recréer, en fait, une nouvelle discipline avec ça. Ce qui se dit justement à la distance de l'évolution de l'enseignement, à un moment donné, je crois qu'il y avait l'idée de créer cette boussole du design qui n'était pas du tout justement une espèce une approche matricielle dirigée aux étudiants comment faire, plutôt les outiller sur comment se diriger. Là, je ne sais pas si vous en avez parlé de la production, mais vous n'avez pas montré, vous n'avez pas parlé. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez toujours en tête, parce que vous avez finalement. Quand on parlait justement du travail qu'on a fait à la Vigotte, dans les Vosges, ce dont on amène les étudiants à quoi faire attention, c'est des choses qui, pour nous, en fait, ce qui devrait animer en tout cas notre pratique de designer, sans se mettre en opposition avec, juste de défendre en fait quand même presque à l'image d'un manifeste quand on écrit ces trucs-là autour de la pédagogie, autour de la manière dont on a accompagné les étudiants sur ce travail-là. Voilà, c'est plutôt en fait la boussole. En fait, c'est plutôt des espèces de principes qu'on essaie qui sont des trucs très génériques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de porter attention simplement aux habitants, habitantes, à leurs histoires singulières, qui sont pour nous des outils pour entrer enfin, c'est pas des outils, mais des postures en fait, une posture pour justement pousser à ce qui nous semble être un design plutôt d'intérêt général dans des territoires qui je sais pas trop la formulation, mais qui s'effondrent presque, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais... On dirait que c'est un design qui s'articule à une démarche de recherche sociale. Parce que finalement, c'est une sorte d'approche ethnographique qui consiste à se mettre à l'écoute du lieu et de ce que les gens ont à dire de leur propre situation, de leur valeur. Donc voilà, ça rejoint un peu la question du charme, c'est-à-dire comment ces pratiques de design sont de fait embrayées sur une recherche, une démarche vraiment de recherche humaine et sociale sur oui, même lié à l'écologie, ou enfin voilà, en fait, d'ouvrir même justement d'aller vers une approche centrée humain sur voilà comment aussi à l'écoute du territoire, c'est aussi ces habitants autres qu'humains qui les façonnent comme nous on les façonne aussi d'une certaine manière. Très bien. Bon, merci beaucoup. On va passionnant. Merci. Merci. Je pense que vous l'avez dit maintenant. La troisième voie du vivant sur la Ah oui, excusez-moi. La troisième voie du vivant.